Bonjour à tous. Comme je l'avais un petit peu promis à certains, je reprends quelques informations et puis partage sur le trading de futur. Donc on est vraiment au début de la compréhension de ce qu'on doit expliquer. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vous ai fait un petit plan pour essayer de définir les contrats à terme avec un exemple de contrat à terme ou deux exemples de contrats à terme. Comprendre la notion que ces contrats à terme futurs sont des contrats à effet de levier. Donc c'est très important de comprendre et de comprendre en face de quel levier on va s'exposer quand on va prendre position. Donc ça, il faut bien le comprendre. Voilà. Après, je vous parlerai un petit peu de la classification et des accès sur les différents contrats qui existent dans les différents marchés. Il y en a vraiment une très grande quantité, donc on les citera très rapidement en diagonale et je vous donnerai les pistes pour aller éventuellement les regarder ou les chercher selon ce qui vous intéresse. Essayez de vous parler de certaines choses que vous verrez et qui vous interpelleront. Quelle différence entre un contrat cash, un contrat Globex, qu'est-ce qu'un contrat full, qu'est-ce qu'un contrat only, parce que vous le verrez quand on les regardera. Quels sont les horaires d'ouverture, de fermeture, quels sont éventuellement des horaires préférentiels ou des horaires qui sont pas intéressants pour faire de la prise de position sur les futurs. Et puis, une dernière question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour accéder à ces marchés, comment s'y prendre, parce qu'il y a pléthore de possibilités et de solutions. Donc je vous donnerai là aussi des diagonales. Après, si certains ont des interrogations sur tout ce que j'aurais pu aborder de façon très macro, hein, parce que c'est vraiment de la macro-information, c'est pas quelque chose de détaillé que je vais vous faire. Vous posez des questions et puis j'essaierai de vous répondre. Voilà. Alors on va attaquer par la définition d'un contrat futur. Qu'est-ce que c'est? Donc un contrat futur, c'est tout simplement un contrat à terme. Ça a été au départ historiquement, ça a démarré en 1864 par le CBOT. Donc le CBOT, c'est le Chicago Board of Trade, et c'est un endroit où il y a eu l'idée de proposer des contrats donc à terme de certains produits pour régler des situations d'échange et d'achat-vente finalement initial. Donc au départ c'était basé sur des échanges de métaux, de matières premières, et comme bien souvent aussi ça a emporté assez rapidement sur les matières agricoles pour essayer de protéger les prix en fait entre les producteurs et les acheteurs pour qu'ils se mettent d'accord avant les échéances pour se mettre d'accord dans un contrat et sur un prix. Alors, j'ai parlé évidemment d'échéance, et la première chose qu'on va voir, c'est qu'effectivement, tous ces contrats comportent effectivement des échéances à terme, à une date précise, qui doit être bien entendu respectée. Pour ça, je vais passer tout de suite sur ce que j'avais prévu de vous montrer, c'est-à-dire un exemple de contrat. Voilà, on a défini le contrat à terme très rapidement. Après, vous pouvez chercher sur Internet, bien sûr. On va essayer de regarder un exemple de contrat. Donc, pour faire ça, je vais passer sur un qui est quand même le plus utilisé ou largement utilisé. C'est le contrat macro, micro, pardon, Nasdaq. Alors, je cherche parce que j'ai une liste pour le retrouver. Micro, Nasdaq, il est ici, voilà, donc il apparaît ici, je vais le rechercher ici. Alors il s'appelle en fait MNQ, voilà, le full 12,25. Pour l'instant, oui, c'est celui-là, on est d'accord. Vous voyez que je cherche moi aussi, hein, pour pas me tromper, parce que j'ai trois possibilités. J'ai le full 12,25, j'ai le only 12,25
et j'ai le 1225 NG, ça veut dire non-Globex. Donc, c'est celui-ci. On arrive à relire ici d'ailleurs le linéaire qui confirme bien qu'on est au même endroit partout. Bon, voilà. Donc, exemple de contrat. Donc, un micro-mini contrat Nasdaq full 1225. Donc, l'échéance, c'est le mois de décembre 2025. Et comment ça fonctionne? Ben, il suffit de regarder à l'intérieur. Vous avez pour un point de variation de l'indice, hop là, vous avez pour un point de variation de l'indice, puisque on fonctionne par quart de point ici, hein, on voit bien, donc 147,50, 147,25, etc. On fonctionne par quart de point, donc vous avez pour un point une valeur du point de 2 dollars. D'accord? Là on est en temps réel, le marché, nous sommes samedi, donc il est fermé, voilà. Et la taille du tick, c'est-à-dire le découpage en fait du point, est en 4 fois, puisque vous avez 4 ticks dans un point. Vous avez aussi la lecture ici de ce qu'on appelle le rollover, ou la date de roulement d'échéance, qui aura lieu le 16 décembre 2025, pour le MNQ 1225, micro, mini, Nasdaq. Voilà. L'expiration du MNQ aura lieu le 19 décembre, donc vous avez en fait jusqu'au 19 décembre, dernière échéance, 15h30 avant l'ouverture pour fermer vos positions, parce que sinon vous serez dans une situation compliquée, où elles seront fermées automatiquement, malheureusement pour vous. Mais donc en général, ce qui se passe, c'est que les organismes créent le rollover de façon quasiment automatique, sauf sous Sierra Chart, mais pour PRT, c'est fait de manière automatique. Donc si vous avez éventuellement des positions ouvertes, à partir du 16, elles passeront sur un contrat qui sera sur le trimestre suivant. Voilà un petit peu comment on lit en quelque sorte qu'est-ce que le contrat, quelles sont ses dates d'échéance, quelles sont ses valeurs, etc. C'est comme ça qu'on regarde. Voilà. Alors ça existe sur tous les contrats, hein, c'est-à-dire que si on s'amuse à regarder d'autres contrats que le MNQ, on peut regarder, j'en ai avoir d'autres ici. Par exemple, j'ai le micro, le mini Star & Poor's. Bon, bah voilà. Et donc vous voyez, vous aurez des différences. Par exemple, ici, on est pareil dans du 0,25 pour une valeur de 5 dollars. C'est pareil, mais la date d'échéance n'est pas la même, c'est 13 décembre, 19 décembre, d'accord? Donc entre ces deux périodes, le rollover va être exécuté, et il s'appelle MES 1225, micro, etc. Donc full, je dis bien full 25, ici vous voyez only 25, 1225. On parlera, je vous expliquerai quelle est la différence entre le full 1225 et le only 1225. Voilà. Ça, c'était simplement pour vous montrer comment vous repérer et ce que vous allez pouvoir faire si vous voulez et vous cherchez à prendre une position sur les contrats futurs. Après, une chose très importante à bien comprendre, c'est que les futurs sont des produits dérivés, et donc qui parle de produits dérivés parle d'effet levier de ces contrats. Alors évidemment, effet levier à la hausse ou à la baisse, puisque vous allez pouvoir prendre des positions à la hausse ou des positions à la baisse. Donc comment on calcule l'effet levier de ces contrats? Alors, il y a une définition toute simple. On parle de valeur notionnelle. Donc, la valeur notionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est le prix du sous-jacent du futur en question multiplié par la taille du contrat. Donc si on reprend l'exemple, on va rester toujours sur le même, donc on va rester sur le MNQ. Je vais le retaper ici, comme ça je vais le voir plus rapidement. Voilà, full 12,25, il est repassé partout, donc je suis tranquille. Donc vous voyez, il vous dit bien 1 point de dollars, ok. Bien, la valeur de l'indice, c'est aux alentours de 25 000, 25 147, ok, à l'échéance de vendredi soir. Et le prix du contrat, on vient de le redire, c'est 2 dollars. Donc en fait, la valeur notionnelle, c'est 25 000 en gros, multiplié par 2, c'est-à-dire 50 000 dollars. Voilà. Et puis, il y a la notion de marge initiale pour calculer l'effet levier.
Au fait, qu'est-ce que la marge initiale? La marge initiale, c'est la masse d'argent, le montant demandé par le broker ou la CME, puisque le MNQ est coté par un organisme qui s'appelle CME, c'est-à-dire en fait Chicago Mercantile Exchange, le marché de Chicago des échanges sur les futurs. Et donc ces brokers qui travaillent pour la CME et à la CME demandent en général une position, un montant demandé pour que vous ayez l'autorisation de faire des prises de position. Alors, ça c'est très important, mais à la fois c'est aussi très compliqué. C'est très compliqué parce que selon les brokers et selon vos avoirs, etc., vous allez avoir, et votre spécialité, c'est-à-dire vous êtes un privé, un privé ou un professionnel, vous n'aurez pas les mêmes capacités et les mêmes demandes de marge. Certains brokers sont beaucoup moins chers parce qu'ils cherchent à récupérer des clients privés, d'autres sont plus chers. Bon. En gros, une marge initiale pour le MNQ, c'est à peu près 2400 $. Bon, disons, allez, 2500 $. D'autant que ces marges peuvent être modifiées tous les jours selon les bons vouloirs des brokers et de la CME en fonction de ce qu'ils imaginent de la volatilité qui va se créer sur les marchés. Donc vous n'aurez pas les mêmes capacités, vous n'aurez pas les mêmes effets de levier, mais vous n'aurez pas les mêmes capacités non plus financières à prendre position en fonction de cette marge initiale. Donc la marge initiale, c'est à peu près 2500 $. Donc quand vous divisez la valeur notionnelle par la marge initiale, vous avez finalement un effet levier de 50 000 divisé par 2500. Donc vous avez pour le MNQ un effet levier de 20. Voilà. Donc ce qui est quand même très très important, ce qui fait que ces marchés sont des marchés très risqués et que vous devez parfaitement contrôler, parfaitement connaître effectivement tous les mécanismes qui sont très nombreux, encore une fois je le dis, on n'en est qu'au début, pour oser ou trader, prendre des positions sur ces contrats. Voilà. J'espère que c'est clair, c'est pas si évident, il faudra y revenir, on en reparlera au fur et à mesure de ces effets leviers. Ils sont variables suivant donc les produits, puisque si vous êtes dans des matières premières, de l'or, du pétrole, du blé, du soja, etc., évidemment que le cours du sous-jacent que vous lirez ici par rapport effectivement à la valeur du contrat que vous lirez ici, valeur du point que vous lirez ici, divisé, alors multiplié déjà, donc l'indice multiplié par la valeur du point, je répète, divisé en fait donc par la marge que je vous montrerai tout à l'heure de façon plus précise, eh bien ça vous donne l'effet levier. Vous devez calculer l'effet levier sur chaque futur que vous voudrez trader, que ce soit de l'indice américain, de l'indice CAC 40, de l'indice DAX, du Bund, des céréales, de l'or ou du pétrole. Il faut calculer votre effet levier parce qu'évidemment les effets seront beaucoup plus importants ou un peu moins importants et vous devez faire ce calcul avant de faire vos choix sur quoi je vais réaliser mes prises de position. Voilà, j'espère que c'est clair et encore une fois, on peut en discuter. Alors, quels sont maintenant les différents contrats dans les différents marchés? Justement, on y vient. Quel est le panel qui est à votre disposition? On a presque envie de dire, mais dans les futurs, vous pouvez tout trader. Parce que vous pouvez trader des monnaies, vous avez des futurs sur les monnaies, vous avez des futurs sur les indices, vous avez des futurs sur les matières premières, vous avez des futurs sur les céréales, sur les métaux, vous avez, bon, donc vous avez vous voyez, toute cette classification. Quand j'y ai réfléchi, que je l'ai remis dans ma mémoire, je suis même arrivé à me dire, ah oui, au fait, j'ai oublié le REX, qui est quand même le deuxième marché mondial, parce que tous les marchés que vous avez au-dessus ici sont des marchés américains, mais le REX est un marché européen de taille mondiale qui réalise à peu près 1,3 milliard de transactions annuelles. Donc c'est pas des petits marchés, ce sont de très très gros marchés, mais qui ont tous un peu leur spécificité. Voilà. Donc on va aller voir maintenant effectivement ces différents marchés et je peux déjà vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Ici, donc
CME, donc on a parlé, c'est Chicago Mercantile Exchange. NYMEX, c'est le New York Mercantile Exchange. CBOT, c'est le Chicago Board of Trade. COMEX, c'est le Commodity Exchange. Chicago Mercantile Exchange, c'est effectivement CME, celui qu'on a vu en premier. Moi, c'est sur lequel je trade actuellement parce que ça vous donne accès effectivement aux indices américains, c'est-à-dire au Nasdaq et au Standard & Poor's. Il y en a d'autres, mais c'est les deux principaux, bien évidemment. Le REX, c'est un marché européen. Avec ça, vous allez traiter les futurs du DAX, notamment, et ce qu'on appelle le bond, c'est-à-dire les obligations allemandes. Marché qui a été très utilisé, très tradé à une certaine époque. Voilà. Je vais vous les montrer à un autre endroit parce que c'est intéressant. Alors moi je travaille sur PRT, mais on en reparlera. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur PRT, vous pouvez travailler sur autre chose, hein, bien entendu, sur d'autres interfaces. Donc je vais vous les montrer ailleurs. Je cherche. Voilà, ici, donc je passe ça de l'autre côté pour vous montrer ce qui se passe ici. Donc, moi, personnellement, je suis sur le CME, future option CME, donc Standard & Poor's. Quand vous cliquez là-dessus, ici, là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre, et vous avez la liste, ici, des contrats que vous pouvez trader. D'ailleurs, vous voyez, on retrouve le MNQ, ici, full, 12,25, et c'est la première ligne, parce que c'est le plus utilisé quand vous tradez effectivement du Nasdaq 100. Et vous voyez que dans ce CME, Chicago Mercantile Exchange, vous avez du Russell 2000, vous avez du Standard & Poor's, d'accord. De mémoire, vous avez aussi du Standard & Poor's 400, par exemple, ici. Voilà, Russell 2000. Voilà, ça vous donne le panel, vous avez le mini Japan aussi, ok. Donc, vous voyez, il y a déjà de quoi faire pas mal de choses. Ok, je passe sur le CME, on va aller regarder d'autres choses. Alors, où est-ce qu'ils sont? Je remonte un petit peu. Alors, vous avez les futures options France ici. Ok, donc là-dessus, vous avez le FCE ici. Là. FCE, bah, c'est le CAC. C'est le CAC full 12, 11, 25, d'accord. Vous voulez trader le CAC en futur, vous pouvez ici. Voilà, ça pose pas de problème. Alors évidemment, vous devrez acheter effectivement un carnet d'ordre, un flux, etc. On en reparlera, je vous en parlerai après. Mais il suffit de voir avec votre broker, avec votre personne qui gère vos interfaces, et puis ça pose pas de problème. Donc là, vous avez le REX, celui que j'avais failli oublier. Donc vous voyez, vous pouvez trader le Nasdaq. Et puis vous pouvez travailler ici à l'intérieur le DAX, le mini Nasdaq, le Bund, ce sont les obligations allemandes, l'Eurostoxx, hein, donc les marchés européens en fait, voilà, qui sont. On peut regarder cette ligne-là parce qu'elle peut être intéressante. Voilà, si je reviens un peu en arrière, j'ai vu quelque chose que je voulais vous montrer, donc je recommence. Voilà, vous avez quand même 273 pour un indice, 273 futurs possibles. Dans le REX, c'est l'indice EUREX, un EUREX, vous avez 273 futurs accessibles hein, quand vous prenez accès à cette ligne. Donc vous voyez là, bref, mini DAX, Eurostoxx, DAX, Bobby, hein, le Bond, le Bobby, tout ça c'est des trucs allemands. Voilà, ça a été beaucoup le DAX et le Bond ont été des supports excessivement tradés à une époque. Je pense qu'il y a encore beaucoup de traders qui sont spécialisés là-dedans, mais personnellement, je pense que c'est un peu en désuétude. Donc personnellement, j'ai un peu arrêté ça. Et d'ailleurs, j'y suis jamais allé au départ, mais on m'a jamais conseillé ou quand j'étais en formation, on m'a jamais parlé en fait de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre après le REX? Il y a des futurs dans les Pays-Bas, ici, d'accord. Futur CME, alors il doit y avoir, voilà, ici. Alors ici, vous avez le NYMEX. Donc vous voyez, je ne vais pas appuyer, vous pourrez le faire, hein, en cherchant sur internet, vous trouverez. Sur NYMEX, vous pouvez trader le pétrole et le gaz, voilà, en option avec les E-mini et le Brent aussi, là, d'accord.
Ok. Sur le Cibot, ici, vous avez l'Itibond, les céréales. Ok. Et puis sur le Comex, ici, vous avez l'or, l'argent, les métaux, hein. Voilà, avec les contrats mini, les contrats micro, etc. Le cuivre aussi. Vous pouvez trader le cuivre, vous pouvez trader plein de choses. Celui-là, c'est vraiment impressionnant. Vous avez 162 futurs là, dans les COMEX. On regarde par curiosité. Vous voyez le cuivre, ici, le gold, le silver. Ok. Donc, bien un marché des métaux. Voilà, il n'y a pas de discussion là-dessus. Avec les micro-contrats, les mini-contrats. Les micro-contrats ont été mis en place il y a quelques années pour que les privés puissent travailler parce que sinon les accès étaient trop chers. Donc en général, c'est des contrats qui sont, les micros, 10 fois inférieurs en taille aux mini. Voilà. Donc si ça vous intéresse, on en reparlera. En général, selon votre surface financière, on va dire, vous allez coder du micro ou bien vous coderez du midi. Voilà. Ok, je vous ai montré un peu donc les différents marchés. Vous voyez que vous avez vraiment un gros panel. Et pour reprendre un échange que j'ai eu pas plus tard qu'à 48 heures avec un de mes formateurs en futur, hein, qui est un trader en compte propre, il me dit bah, qu'est-ce que tu fais, etc. Je dis bah moi je suis toujours sur le Nasdaq parce que j'ai eu pas mal de difficultés à comprendre et à m'adapter au Nasdaq avant de pouvoir faire des prises de position sur le Nasdaq. Et il faut garder enfin ce qu'on appelle toujours le bon sens ou le bon sens paysan, et c'est pas péjoratif dans mon discours. C'est-à-dire qu'actuellement et depuis quelques mois, ouais, quelques mois, vous voyez qu'il y a vraiment un engouement sur l'or. Euh, et alors, évidemment, le formateur me dit, mais tu t'es pas mis sur les futurs or? Ah ben, je dis, bah non. Ah ben, pourquoi? Et pourquoi? Parce que en ce moment, il y a beaucoup aussi euh, de traders en compte propre ou de professionnels qui se sont portés beaucoup sur le marché de l'or, bah, tout simplement parce que le marché de l'or actuellement est très actif et que ça paraît assez logique de suivre les tendances. Voilà, c'est ça un petit peu aussi l'explication. Quand on fait ce genre d'activité, on suit les tendances. Donc j'irai voir, par curiosité, je le redis, parce que je le pense sincèrement, même si j'en ai pas encore suffisamment d'expérience, je pense qu'avec cette méthode de trading qu'on peut utiliser, que je vous montrerai encore une fois en direct, euh, c'est-à-dire la méthode du moindre risque et des moyennes mobiles, la prophétie autoréalisatrice, les espaces-temps multiples, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement l'utilisation des techniques mathématiques de l'extra trend de Christophe. Et la troisième chose, c'est effectivement la compréhension de la mécanique des prix. Donc, je le redis encore une fois, la mécanique des prix, on en parle, et j'en parle là en troisième position, la mécanique des prix reste l'élément essentiel. Vous pouvez avoir tous les indicateurs que vous voulez, je dis bien tous les indicateurs que vous voulez. La source initiale, c'est le changement et la variation de prix entre des acheteurs et des vendeurs. Donc ne croyez jamais qu'il existe des indicateurs miracles ou ne cherchez pas de façon miraculeuse des indicateurs. De toute façon, c'est la mécanique des prix et la technique de mécanique des prix qui vous permet de réaliser des prises de position et des sorties de position sur les contrats futurs. Il n'y a pas d'autres règles, c'est là, enfin, ici il y a d'autres possibilités et peut-être d'autres règles, mais ça c'est la règle numéro 1. La 1 de la 1, c'est bien celle-là. Hein, c'est les prix d'abord. Okay. Bon, je passe parce que sinon je vais continuer à discuter sur la mécanique des prix, qui reste un élément souvent un petit peu mystérieux pour beaucoup de gens, mais j'y reviendrai. Alors après, en vous baladant sur Internet ou non, vous allez voir quelle différence, vous allez voir des notions de contrat cash, de contrat Globex, de contrat full, on a vu un contrat full, de contrat en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, comme dans toute activité,
Le monde des futurs a son propre langage, j'avais déjà dit dans l'introduction. Donc, vous devez essayer d'apprendre et de chercher aussi certaines définitions si vous ne les comprenez pas bien, parce que c'est important. Donc là, je vais aller très vite, parce que le contrat cash, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des contrats qui n'existent quasiment plus, puisque c'est des contrats qui contenaient dans leur contrat la notion de la transaction se terminera et se livrera en espèces. C'est-à-dire, on fermera la transaction, on la terminera en fait en espèces. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, qui reste, si vous voulez, dans l'esprit, mais de toute façon, vous n'avez pas de possibilité autre, puisque les contrats à des durées déterminées, de rentrer et de sortir dans cette période d'échéance. C'est-à-dire entre le moment où ça ouvre et le moment où ça ferme dans l'échéance des 3 mois, de toute façon, vous ferez des opérations, mais vos opérations seront débitées et recréditées de votre compte. Il y aura un échange, mais de toute façon, en dehors du contrat, il n'y aura aucune transaction possible. Il faut bien comprendre ça. Évidemment, sur un indice, c'est pas compréhensible, mais sur des métaux, sur des céréales, etc., vous n'allez pas recevoir de toute façon des pièces d'or ou de l'or en onces ou de l'argent, etc., en contrepartie de ce que vous avez acheté dans les contrats. C'est quelque chose qui n'est plus réaliste dans l'activité actuelle. Qu'est-ce que le contrat Globex? Bah, tout simplement, déjà, il faut le dire, parce que tout le monde parle du contrat Globex, mais le problème du contrat Globex, c'est que c'est pas un contrat. Globex, en fait, je sais pas pourquoi, il y a une anomalie de langage à ce niveau-là, mais en fait, Globex, c'est la plateforme de négociation du CME Group, enfin du Chicago Mercantile Exchange Group. Donc, c'est le nom de la plateforme qui permet de faire les échanges. Donc, point barre, hein, ça va pas plus loin que ça. Contrat full, contrat only. Bon, ça, vous voyez ça partout. C'est une question que je me suis reposée d'ailleurs après avoir été formé, parce que on parle pas de ça, pas tellement de ça quand on est dans la formation des futurs, mais tout simplement parce que tout le monde utilise des contrats full. Donc déjà, ça résout un peu le problème. Mais après, on peut se poser la question. Alors, le contrat full, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand votre marge est partagée sur la totalité de vos positions. Donc, en fait, c'était conçu initialement pour diminuer le risque des gens qui prennent plusieurs positions, c'est-à-dire qui prennent plusieurs contrats. Hein, vous pouvez prendre un contrat, deux contrats, trois contrats. Il y a même des traders très adroits qui arrivent à prendre position sur deux marchés différents avec pas mal d'écrans à disposition. J'ai jamais vu prendre plus de deux, c'est-à-dire par exemple du Standard & Poor's et du Nasdaq. Ils vont bien ensemble, hein, parce que de toute façon, il y a quand même une interaction entre ces deux indices. Mais j'ai jamais vu, par exemple, quelqu'un traiter du pétrole, par exemple, et du Nasdaq en même temps, par exemple. Donc, j'ai vu des gens trader effectivement du Nasdaq et du Standard & Poor's en même temps. Moi, je suis totalement incapable de faire ça. Ça me paraît de la haute voltige, très haute voltige. Euh, mais pour revenir sur les contrats full, c'était bien ça, moins risqué parce que votre marge couvre la totalité de vos positions. Évidemment, c'est à ce moment-là plus risqué pour les gens qui n'ont qu'une position, parce que la totalité de votre marge peut être utilisée pour couvrir votre position s'il y a un gros dégât, c'est-à-dire un énorme crash, effectivement, sur une plateforme. Normalement, maintenant, les plateformes évitent ce genre d'hyper-crash. Enfin, ça reste écrit dans les textes, c'est-à-dire que vous vous engagez non pas sur le contrat en mettant 10, 20 ou 5 dollars dans la machine, mais vous vous engagez sur la marge et sur la couverture de la marge. Il faut bien comprendre ça. Donc si jamais ça part en totale vrille, le broker vous fera pas de cadeau et récupérera la marge du contrat que vous lui devez par contrat. Voilà. Donc soyez bien conscient de ça. La différence avec un contrat en ligne, ben, c'est un peu l'inverse, c'est que la marge est utilisée uniquement pour vous couvrir sur la position ouverte en cours. Ça vous couvre la position ouverte, c'est la totalité de marge couvre la position qui est ouverte. Point barre. Voilà. Je m'arrête là parce que c'est pas finalement très intéressant, mais je me suis dit que peut-être vous trouverez ça et vous me poserez des questions, donc je réponds à la question. Sur les horaires d'ouverture, ben, quand on vérifie
sur le petit pense-bête qui est ici sur PRT, vous voyez, vous avez les horaires d'ouverture, donc ici, donc sur le full là, hein, le full, c'est ouvert en fait de minuit, d'accord, jusqu'à, non, ça ferme à minuit, pardon, le marché ferme à minuit et réouvre à minuit. Voilà, vous avez, c'est une couverture en fait totale, en sachant que vous avez quasiment aucune activité de trading entre, on va dire, 23h30 et 4h du matin. Et pourquoi? Là aussi, c'est du simple bon sens. Donc, les indices américains sont traités dans le monde entier. Vous avez trois énormes zones horaires et géographiques où se passent les choses de trading. C'est le côté chinois-asiatique. Donc ça veut dire qu'à 3h, 4h du matin, ben, ils sont réveillés et puis ils peuvent éventuellement avoir des actions sur les indices américains en futur. Et le marché est ouvert, donc ils se privent pas, ils le font. Ensuite, vous arrivez en Europe vers 9h du matin, donc c'est là où vous avez certains mouvements d'amplification, parce que c'est surtout les Londoniens qui, à 9h du matin, il faudra tenir compte du décalage horaire, hein, les Londoniens qui activent beaucoup le marché futur américain vers 9h du matin, au moment où on ouvre d'ailleurs en bourse en France. Voilà. Et puis après, ben, vous avez l'ouverture à 15h30 sur du marché à Chicago jusqu'à 22h30. Voilà, le marché américain ferme à 22h30 et à 22h, vous avez quasiment une accalmie totale des manifestations d'échange de contrats. Pas complète, mais fortement diminuée entre 22h et 22h30. Voilà, donc ça c'est les horaires. Euh, J'attire tout de suite votre attention qu'il y a aussi toujours des périodes d'accalmie et des périodes de plus grande activité à certains horaires. Ça, c'est l'expérience qui montre ça. Euh, on ose dire, on le dit, on peut le répéter, que de toute façon, quand les traders américains vont manger, donc entre 12h, 12h30 et 13h30, 14h, eh ben, l'activité n'est pas la même. Elle est ralentie, elle est moins spéculative, et donc ça va arriver chez vous effectivement avec 7 heures de décalage, ou 8 heures de décalage selon le décalage horaire, et donc il faut en tenir compte. C'est pas tous les jours vrai. Quand je regarde les activités de ces derniers jours, par exemple, il n'y a eu aucun creux d'activité, aucune baisse d'activité entre, je dirais, midi et 14h horaire US sur les indices américains. Il faut dire qu'en ce moment, les indices futurs américains sont quand même assez agités, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. On en reparlera parce qu'il y a des éléments importants à voir et puis j'essaierai de vous montrer des exemples de volatilité et d'activité ou d'hyperactivité ou d'hypoactivité sur les marchés qu'on peut voir à l'écran. Donc on essaiera de le voir en direct sur des marchés ouverts. Après, la question que vous allez peut-être vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut pour accéder à ces marchés et pouvoir effectivement prendre des positions. Donc ça, c'est un peu l'expérience qui parle. Alors, j'avais marqué les flux de données, les brokers, les clearers, les comptes bancaires, les frais, taxes, marges, pour réfléchir à votre money management. Et en fait, j'ai remis en premier, il vous faut une machine informatique, il vous faut des écrans. Alors pourquoi? Il vous faut une machine informatique performante et une machine de gamer quasiment. Voilà, donc une machine quand même qui tient la route. Parce que vous allez avoir une quantité de données qui va arriver sur vos machines qui est énorme. Voilà. Donc il vous faut une mémoire vive très importante pour pouvoir faire face au système. Je peux dire, puisque j'ai été un peu dans le monde, j'ai approché le monde du hardware, pas celui du soft, mais celui du hardware. Donc je peux vous dire que j'avais une machine qui marchait pas si mal que ça et que je me suis rendu compte que
au bout de 3 mois que j'ai essayé de faire des futurs avec, ma machine, qui était soi-disant une machine assez moderne, était complètement dépassée par le flux de données à absorber, à calculer, parce que vous avez les flux de données qui arrivent, mais vous avez aussi le calcul des indicateurs qui se fait sur vos interfaces, et de toute façon, il faut des machines hyper puissantes. Donc il faut acheter une bête de course, il n'y a pas d'autre solution. Et c'est la meilleure solution. La deuxième chose importante, ce sont les écrans. Donc vous pensez d'abord à vos yeux, donc des machines avec des écrans relativement importants, en taille et puis en qualité. Voilà. Donc moi personnellement, j'ai une station avec deux écrans de 31 pouces en 4K, un écran 28 pouces à gauche où j'ai un seul graphique de futur, et j'ai encore un ordinateur portable sur ma droite où je lis en fait les données, je dirais informatives, et où je n'ai pas mes informations de trading. C'est de l'actualité que je regarde, ou des problèmes d'horaire qu'il faut vérifier, etc. Donc, le gros intérêt d'avoir un ordinateur portable en latéral, c'est que si jamais vous avez un crash sur les machines avec un ordinateur portable, si vous avez mis effectivement un onduleur sur votre Internet, même si vous avez une coupure de courant chez vous, si vous avez un onduleur sur votre Internet et un ordinateur qui est non plus dépendant du réseau électrique de 120 volts, mais sur votre pile, vous pouvez couper vos positions. Et ça peut être intéressant à faire, en catastrophe. Voilà. Donc ça, c'est une sécurité, parce qu'on ne joue pas des cacahuètes. Hein, ça, c'est clair, on ne joue pas des cacahuètes. Euh, Ensuite, c'est le flux de données. Alors, il faut comprendre que quand vous faites du futur CME, les serveurs des indices futurs sont à Chicago. Ok, les machines sont à Chicago. Donc, vous, quand vous prenez position et que vous quittez position, quand vous appuyez sur le bouton, votre instruction part à Chicago et elle revient effectivement de Chicago chez vous. D'accord? Donc, ça prend quand même un certain délai, en millisecondes, c'est des millisecondes, hein, d'accord? Mais quand vous verrez la vitesse de déplacement et de variation que vous pouvez avoir à certains moments dans les indices futurs à l'écran, moi ça m'est arrivé de dire ah, tiens, j'ai 200 $, j'ai 200 $ sur cette transaction, j'appuie, je sors, et puis de me retrouver avec un résultat de 50. Voilà. Donc ça fait partie du jeu. Donc la qualité des flux de données est très importante. Il y a, je dirais, deux flux vraiment qui me paraissent très costauds, très solides, très fiables. C'est le flux de Denali. Vous essayerez de le chercher. C'est un flux qui est proposé en fait par l'interface de Sierra Chart, qui est très axée dans la prise de position et le trading de futurs. Et ils ont mis en place un système qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont mis des serveurs à côté des serveurs du CME. Donc ils ont un échange très très puissant et très permanent entre les serveurs Denali et les serveurs du CME à Chicago. Et vous êtes sur les serveurs de Denali qui sont en quelque sorte protégés et sur lesquels vous payez une cotisation un peu plus cher, mais au moins vous n'êtes pas dans la foule. C'est-à-dire que si jamais il y a des énormes flux et qu'il y a des énormes mouvements, eh bien vous aurez toujours la qualité du flux Denali qui sort et qui tient. Voilà, donc ça je l'ai constaté de mes propres yeux et c'est pas une blague, ça marche. Le deuxième flux qui me paraît très intéressant, mais je suis jamais arrivé à avoir vraiment l'explication de où est-ce qu'il est, comment il fonctionne sur le plan technique, c'est le flux qui est fourni par Pro Real Time Trading, PRT. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que en fait, j'avais un moment Sierra Chart et Denali d'un côté et j'avais PRT de l'autre. Et donc je voyais deux flux en parallèle, je me disais tiens, est-ce qu'il y a un écart, est-ce que je vais voir des différences? Aucune. Une différence, c'était quoi? C'était un tick. Aucune différence. Donc PRT en un flux qu'on peut comparer à un flux Denali,
et donc est d'une très très grande qualité. Ça, c'est mon point de vue personnel. Après, vous faites vos propres opinions. Aux États-Unis, vous avez plein d'autres flux disponibles que vous pouvez acheter en direct. Un des plus connus, c'est Rhythmic, qui a été très très connu et puis qui a eu quand même pas mal de déboires à partir du moment où il a commencé à travailler avec les propres firmes. Là aussi, je reparlerai des propres firmes dans la suite un jour. Vous avez QFeed, vous en avez en quantité. Aux États-Unis, vous avez 5, 6, 7 flux disponibles. La particularité des Américains, c'est qu'ils vous vendent pas simplement le flux, ils vous vendent aussi la profondeur de données. C'est-à-dire, est-ce que vous allez avoir dans votre carnet d'ordre une ligne, 10 lignes, 20 lignes, ou la totalité de la profondeur. Qu'est-ce que vous avez comme information? Est-ce que vous avez le MBA, etc., etc. Donc, choisissez bien, mais faites attention parce que si vous achetez un flux américain privé, vous allez avoir 4-5 possibilités sur Rhythmic avec des flux différents. Donc, il faut que vous fassiez le choix du bon flux qui va vous rendre le bon service. Deneli, il n'y a pas de discussion. PRT, il n'y a pas de discussion. Vous êtes au maximum de ce que vous pouvez avoir. Voilà, ça. Après, encore une fois, faites-vous votre propre idée. Qu'est-ce qu'il vous faut aussi pour pouvoir faire du trading de futur? Ben, il vous faut un broker. Le broker, c'est le courtier. Le courtier, c'est celui qui gagne le mieux sa vie parce que c'est lui qui prend effectivement une marge de transaction sur chaque ordre. Donc, il vous prend une commission sur chaque ordre. Mais vous êtes obligé de passer par un broker. C'est la loi, c'est comme ça. Voilà. Le broker en général travaille avec un clearer. Un clearer, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui crée en quelque sorte, c'est une chambre de compensation et qui dit toutes les heures ou à la fin de la journée, ça dépend des clearers, bah voilà, tel client que j'ai dans ma liste appartenant à tel broker a fait tant de transactions, il a fait tant de gains, tant de pertes, et donc je consolide ses positions avec son compte. Euh, voilà, vous, le broker vous donne des chiffres en direct, mais le clearer, lui, il fait le contrôle, surtout. Il fait le contrôle, effectivement, de toutes les transactions, et effectivement, il vous garantit, effectivement, l'efficacité de vos consolidations financières. Évidemment, il vous faut un compte bancaire. Si vous tradez des indices américains, il paraît assez souhaitable d'avoir un compte bancaire libellé en dollars. Donc ça, bah, c'est pareil, vous en avez toute une liste disponible. Euh, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réglementation américaine qui s'applique à tous les comptes qui sont situés aux États-Unis, qui impose aux brokers et aux courtiers de respecter des règles de fonctionnement avec le clearer. Et il y a des règles également qui vous protègent entre le clearer et le compte bancaire où vous avez votre propre compte, où vous voyez finalement vos chiffres définitifs tous les soirs apparaître, qui sont excessivement réglementés. La particularité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est mieux d'avoir un broker, un clearer et un compte bancaire dissociés, c'est-à-dire chaque fois indépendant. Mais quand vous travaillez par exemple avec Interactive Broker, IBKR c'est un broker clearer, d'accord? Et il gère aussi les comptes bancaires. Donc il fait la totalité de la surface. Donc c'est le tout en un. Voilà. Je pense que c'est des gens sérieux. Moi, c'est pour ça que j'ai simplifié et que, à titre personnel, je suis chez PRT, je travaille avec IBKR, j'ai un flux de qualité, j'ai pas de problème de clearing sur mes positions, j'ai pas de problème de gestion de compte bancaire à distance aux États-Unis, tout se fait en automatique, c'est la grande tranquillité. Voilà. Après, ça convient ou ça convient pas, c'est une question de choix, c'est une question de goût. C'est à vous de faire vos choix, de réfléchir. Je ne vous donne que de l'information et que des pistes, après c'est vous qui voyez. Il reste le dernier point, c'est celui des frais, taxes et marges. Alors, les frais, comment ça fonctionne? Donc, on va revenir un petit peu sur la situation. Je vais retourner notamment ici. Voilà. Donc, bah, les frais, c'est ça. Hop, on passe de ce côté-là.
Donc ça, c'est PRT. Alors encore une fois, si vous travaillez avec TradingView ou avec d'autres personnes qui vous proposent de l'interface, hein, PRT, TradingView ou Saxo, etc., ce ne sont que des personnes qui vous mettent à disposition des interfaces pour faire du trading. Ils ont des contrats effectivement avec des brokers, des clearers et des banques derrière. Certains sont à la fois plusieurs choses à la fois, comme je vous ai expliqué. Bon, alors pour les frais, c'est pas trop compliqué. Quand vous êtes chez PRT, à partir du moment où vous tradez dans le mois plus de 60 contrats, vous êtes considéré comme un trader. Voilà. Voilà. Là, c'est 30 contrats achetés, 30 contrats vendus, donc plus de 60 contrats, 30 achetés, 30 vendus. On compte un ordre, on compte par ordre. Un ordre d'achat, c'est un contrat acheté, un ordre de vente, c'est un contrat acheté. Donc ça va très vite parce que quand vous avez fait en fait 30 opérations, de toute façon vous êtes rentré-sorti très rapidement, donc vous êtes déjà dans le mois, vous avez largement fait vos 30 opérations, il n'y a aucune discussion possible. Voilà. En futur micro, comme on a vu, MNQ par exemple, ou MES, micro Star Poor's, les frais par ordre, c'est 0,25 à l'aller, 0,25 au retour. Donc 50 centimes de dollars. Ok, plus les frais de bourse. Donc je vous dis en gros, parce que les frais de bourse on les voit en dessous ici, là, ils sont un peu plus détaillés, bien que PRT n'a pas fait trop d'efforts là-dessus, ils ont changé leur interface, c'est moins clair qu'avant. En gros, sur un contrat micro, à l'aller, vous avez 1,25$ de frais, en comprenant les frais par ordre et les frais de bourse, tout compris, et vous avez 1,25$ en retour à la vente. Très exactement, parce qu'il faut être précis, c'est 1,24$ actuellement. Voilà. C'est en fait un tick, puisque je vous rappelle qu'on a dit que dans le micro, le contrat par point c'est 2$, et donc il est divisé en 4 ticks. D'accord? Voilà. En ce qui concerne les mini, le mini c'est à peu près 4$ 50 à l'aller, 4,50$ au retour, en comptant l'ordre et les frais de bourse, en sachant que le tick est beaucoup plus élevé que ça, notamment sur le Star Poor's, il est en mini il est à 12,50 puisque le contrat est à 50$. Donc ça veut dire que dès que vous avez gagné un tick, de toute façon, même si vous ne prenez qu'un seul tick de 12,5$, vous avez payé vos 8$ de broker et vous reste encore 3 ou 4$ dans la poche. Un tick, c'est, je sais pas, mais dixième de seconde, un nanoseconde. Voilà, donc avec ça, vous avez les réponses. Évidemment que c'est plus intéressant de trader en micro. Pardon, c'est plus intéressant de trader en mini. Les frais par ordre et les frais de bourse sont moindres. Voilà. Le risque en effet levier est le même. Par contre, vous avez besoin d'avoir effectivement une marge qui est nettement supérieure sur votre compte. Puisqu'on va voir maintenant, on a parlé des frais et taxes, et maintenant je vais vous montrer les marges. Donc les marges, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce que la CME et le broker vous demandent effectivement pour pouvoir travailler. Alors on les voit ici. Donc ça vous le retrouvez sur internet, hein. Les marges de futurs US, donc vous voyez si on va sur la ligne MNQ ici, micro Nasdaq, il vous faut une marge de 2400$ quand vous êtes dans la journée. Si vous êtes en overnight, ce que je vous déconseille fortement, votre demande de marge sera supérieure, donc 3000$, etc. Particularité, si vous allez chez EdgeClear, Kifid ou un autre, vous allez avoir une marge qui va être effondrée. Ça sera peut-être 500$ ou 300$, d'accord? Attention, oui, c'est très intéressant, vous aurez moins d'argent à mettre en couverture pour pouvoir travailler, mais vos frais d'ordre, vos frais de bourse et autres ne seront pas les mêmes.
d'accord? Et vous allez payer des charges finalement annexes à chaque transaction qui seront plus importantes. Donc moi, personnellement, par expérience, je préfère avoir une marge un peu plus élevée pour garantir effectivement et calmer le broker et donc la CME, mais que je ne dois pas leur faire grosse impression, ça c'est clair, et avoir plutôt un service avec un flux performant et un coût par intervention plus faible. C'est logique. Vous voyez que dès qu'on arrive dans Star Poor's, ça c'est le S, c'est pas le MES, hein. Le MES est ici, puisque j'étais dans le MNQ, on va parler du NQ, donc vous voyez que le NQ c'est 23 000, 24 000 euros, donc c'est bien 10 fois, hein. 23 348 multiplié par 10, voilà, on est là. Sur le S, donc on est à 1600, MES 1600 et 16 000. Donc vous voyez que quand vous traitez un indice qui est très recherché, qui est quand même très volatile, comme le Nasdaq, vous avez une demande de marge qui n'est pas la même, hein. Donc vous imaginez quand vous tradez en compte propre du NQ, c'est ce qu'il faut que vous ayez sur votre compte privé pour trader un contrat. Et c'est quand même bien d'avoir au moins deux contrats disponibles, voire trois contrats, pour pouvoir rattraper éventuellement une situation ou bien charger une situation parce que ça vous convient. Donc le MNQ, voilà, qui est très volatile, qui a la même volatilité que le NQ, c'est exactement, vous traitez le même indice, donc c'est la même chose. Vous êtes sur des formes donc beaucoup moindres en appel de marge. Et là, vous pouvez avoir 3 à 4 contrats assez facilement, je dirais. Bon, voilà, c'est pour ça aussi que les gens vont chez Edgeclear ou d'autres avec des marges à 500 dollars, parce que ils peuvent avoir 5 contrats, etc. Ma sensation, ma recommandation, c'est ne regardez pas trop ça, puisque de toute façon, quand vous commencez, vous voulez commencer à faire du trading, de la prise de position de futur, vous devez le faire d'abord en mode de démonstration et vous devez surtout commencer avec un seul contrat à la fois, sinon vous allez vous retrouver les poches vides. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour des généralités. Il y a sûrement des choses que j'ai oubliées, mais je pense que ça vous donne quand même quelques informations. Donc vous n'hésitez pas à faire des retours, à poser des questions, ça sera avec plaisir. Je vais finir en vous montrant effectivement quelque chose que j'avais commencé à faire, que je voulais vous montrer, mais on dépasse un peu le temps. Donc j'abandonne cette situation, mais par plaisir quand même. Je vous montre un peu la volatilité des choses. Donc je prends le Bitcoin. Donc le Bitcoin ici, c'est une des seules valeurs qui est ouverte le samedi et le dimanche, hein. C'est quelque chose qui tourne tout le temps. On n'est pas en futur, j'insiste, on est sur le Bitcoin en direct. Ok. La particularité du Bitcoin, comme toutes les autres valeurs, vous regarderez, vous aurez la curiosité, c'est que vous pouvez le trader en tick, ici, 0,01. Donc, c'est-à-dire 100 fois la taille du point en dessous. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, donc là, par exemple, il est en 50 ticks, 50 contrats, on y reviendra là-dessus. Et donc, vous voyez, on peut. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est de vous montrer comment on trade dans cette méthode, effectivement, que j'ai essayé de vous décrire, c'est-à-dire trader en fait en mode moindre risque avec les moyennes mobiles. Donc là, on voit bien par exemple qu'en 50 ticks, on est dans une concentration des moyennes mobiles. On sait pas, c'est un range, on ne sait pas dans quel sens ça va sortir. Ok, très bien. Dans un espace-temps de 100 ticks, on est dans quelque chose de faiblement ascendant. Ok, quand on est dans un espace-temps 500 ticks, ok, et bien tout simplement, voilà, là je vous montre, hein. On est dans quelque chose qui est relativement voilà, plat également, c'est pas très intéressant, c'est pas une situation de trading dont on rêve. Et quand on regarde le Bitcoin en 1000 ticks,
Donc sur des espaces qui sont plus longs, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est comme ça qu'on travaille, hein. C'est comme ça qu'on travaille dans les moyennes mobiles. Voilà, regardez, en fait, vous faites ça et puis vous vous dites, bon bah voilà, là vous reconnaissez déjà quelque chose. Je pense que les gens qui font du trading action, qui font du travail sur moyenne mobile, dans le Graphio, ben, vous y reconnaissez quoi. Voilà, les MM200 qui descendent, enfin, les prix qui arrivent, ok, blam, 100 passe à travers, bam, la même 20 passe, hop, la même 50 passe, et puis voilà, c'est quoi ça? C'est le support, quoi. C'est le support, 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 et puis bam, tchouf, taf, taf, et puis là, bah, on imagine que ça va partir vers le haut. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire du trading en moindre risque, même sur des éléments finalement beaucoup plus volatiles et beaucoup plus risqués. Donc ça, je ferai des prises en direct sur des comptes en direct pour montrer un peu ce qui se passe. Donc là, c'est plat. Là, ça monte légèrement. Et puis là, d'autres, ben, on attend effectivement que ça reparte à la hausse. Bon, allez, je vous laisse et puis je reviendrai pour vous montrer un petit peu des prises de position. Ça me paraît peut-être ce que vous attendez ou plus intéressant maintenant. Voilà. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et puis n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Ça sera avec plaisir.